d'abord, les politiques monétaires qui restent au centre du jeu des marchés et des investisseurs. Nous en parlons avec Alexandre Tavasi, qui est en visioconférence avec nous depuis Genève, le responsable CIO Office et Recherche Macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Alexandre, merci d'être avec nous. On est encore dans la séquence Banque Centrale et je le disais, c'est vrai que c'est la période de SAV, de services après-vente, après les décisions de politique monétaire, les communications qui ont été délivrées notamment par la Fed et la BCE la semaine dernière. À ce stade, Alexandre, le marché est toujours très séduit visiblement par l'idée ou le concept de désinflation sans douleur, immaculate disinflation, comme disent les anglo-saxons. Et c'est même d'ailleurs à ce stade un concept ou une idée que Jérôme Powell reconnaît d'une certaine manière. Il accepte l'idée que le marché a une vue différente de celle de la Réserve fédérale américaine sur la poursuite du processus de désinflation qui jusqu'à présent, depuis un peu plus de 6 mois aux États-Unis, ce processus de désinflation effectivement s'opère sans hausse du chômage. Comment est-ce que vous vous positionnez chez Pictet Wealth Management dans cette conversation et cette divergence aujourd'hui entre la Réserve fédérale et la vue des marchés, Alexandre ? En fait, vous avez une lecture à 2 étages qui est, la lecture de la Réserve fédérale, il est vrai. On a entamé un cycle de désinflation, ne serait-ce que parce qu'on compare des prix aujourd'hui à ces mêmes prix de ces mêmes biens il y a une année en arrière. Donc, il est difficile d'attendre la même hausse en 2023 que nous avons eu en 2022. Donc, c'est vrai pour l'inflation normale, c'est-à-dire si on ne retire pas l'énergie et la nourriture, effectivement, on a entamé un cycle de désinflation, ce qui est tout à fait logique. Il n'empêche que derrière ceci se cache quelque chose de différent. Les entreprises qui ont recherché des collaborateurs depuis 6 mois ont de la peine à licencier dans cet environnement-là. Donc on peut imaginer que le marché du travail est peut-être plus résilient que ce qu'on a historiquement constaté dans une phase de ralentissement économique. Et ceci continue à générer finalement une hausse des salaires qui est entre 5 et 7%, dépendant de la norme ou des chiffres que l'on regarde, mais également un marché du travail qui reste particulièrement tendu. À un moment donné, la question va se poser. Si l'économie continue de ralentir et d'autres indices économiques continuent à pointer vers un ralentissement relativement sérieux, toutes les données d'octroi de crédit, de resserrement des conditions monétaires, des conditions monétaires auxquelles les banques continuent de prêter, pointent vers un ralentissement économique. Donc à un moment donné, il faudra savoir, soit effectivement on est dans une situation idéale où on peut avoir un scénario de désinflation sans ralentissement marqué. Ce que nous enregistrons de notre côté, c'est qu'à un moment donné, les mauvaises nouvelles économiques qui historiquement étaient interprétées de façon positive puisqu'elles signifiaient que la Fed n'allait plus remonter les taux d'intérêt de façon significative, eh bien ces mauvaises nouvelles économiques vont se traduire également par une publication de résultats qui seront plus mauvais et donc à quelque part seront de mauvaises nouvelles pour le marché également, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Le marché sous-estime peut-être le plein impact du choc monétaire qui est encore à venir dans l'économie réelle. Alexandre, ça pose la question effectivement de l'effet de décalage qu'on peut avoir entre le moment où on monte les taux et le moment où on observe le plein effet de ces hausses de taux dans l'économie, sachant que le choc monétaire était d'une violence et d'une intensité historique l'an dernier. Est-ce qu'il y a un chemin possible pour imaginer que, pour telle ou telle raison, ce choc monétaire n'aurait pas l'impact attendu peut-être sur des parties de l'économie comme l'immobilier ou le marché du travail? En réalité, nous sommes vraiment en face d'un cycle très très particulier, puisque finalement le gouvernement américain a envoyé des chèques pendant 2 ans aux ménages, aux personnes qui étaient donc à la maison, puisque c'était l'effet de la pandémie. Et dans une certaine mesure, cette épargne-là a pu être gardée, utilisée, et donc constituer à quelque part un coussin d'épargne et de consommation. On arrive à la fin de ceci. C'est-à-dire que probablement à la fin de ce printemps, on aura épuisé cette épargne, notamment pour les ménages dont la rémunération est la moins élevée. Donc se posera la question à ce moment-là. Ce que l'on voit de l'autre côté également, c'est que finalement, les entreprises les plus risquées, donc dans le segment du high yield ou dans les emprunts avec levier, ces mêmes entreprises, il y a exactement une année, pouvaient emprunter avec un taux d'intérêt à 4%. Aujourd'hui, ce qui leur est demandé, c'est un taux d'intérêt entre 8 et 10%. Mais effectivement, le nombre de refinancements, le nombre d'entreprises qui reviennent sur le marché aujourd'hui est relativement faible et on sait que le gros du refinancement sera peut-être moins en 2023 qu'en 2024. Donc on a un effet retardé sur l'effet sur le financement des entreprises. Et du côté des ménages, en réalité, ce que l'on voit, c'est que les taux de crédit qui est pratiqué aujourd'hui sur les cartes de crédit est presque à son niveau historiquement le plus élevé. Mais encore une fois, les ménages avaient derrière eux ce coussin
qui leur permettait finalement de pouvoir dépenser l'argent qu'ils avaient encore en compte. On arrive à la fin de ceci et il est probable que tant du côté de l'octroi de nouveaux crédits que du prix de ces crédits, les consommateurs vont commencer à être touchés, mais c'est quelque chose qui interviendra à la fin de ce printemps et non pas historiquement, plutôt comme on l'a déjà enregistré dans des cycles économiques précédents. Pour revenir sur le sujet du divorce entre la Fed, Jérôme Powell et les marchés, Alexandre, comment est-ce que vous expliquez qu'à ce stade, la parole ou l'outil de la communication dans la politique monétaire semble un peu abîmé? Les banquiers centraux prennent la parole régulièrement, pas uniquement pour les meetings de décision de politique monétaire. Certains s'expriment régulièrement, plusieurs fois par semaine, et on a l'impression quand même que le marché a du mal à les écouter à ce stade. Oui. Finalement, le marché est comme la Réserve fédérale. La Réserve fédérale nous a dit qu'ils seront dépendants des données qui vont être publiées. Le marché est exactement de ce côté-là. En fait, si on exclut le rapport du marché du travail que nous avons eu il y a quelques jours, le reste des indicateurs pointent effectivement plutôt vers un ralentissement. Donc le marché aujourd'hui a de la peine à imaginer que la Fed va rester pendant toute l'année 2023 à son taux, qui sera peut-être de 5 ou 5,25%, et va rester là et ne pas changer. D'où l'écart que l'on a dans la perception entre le marché qui prévoit effectivement un assouplissement monétaire en cours d'année et probablement la Réserve fédérale qui va se dire « moi je reste à mon niveau terminal ». Et là, il faut voir que la décision du côté des banquiers centraux est complètement asymétrique. C'est-à-dire qu'on a en face de nous un marché du travail qui est plus résistant que d'habitude, c'est-à-dire que les salaires continuent à progresser. Et à un moment donné, pour la Fed, on peut imaginer qu'au lieu de réagir immédiatement lorsque les premières données d'affaiblissement interviendront, la Fed va se garder peut-être 1 ou 2 trimestres pour bien s'assurer qu'effectivement l'inflation est sous contrôle, ce qui implique que très probablement, en tout cas c'est notre impression, notre scénario, que la Fed ne va pas bouger, va atteindre un certain niveau, encore une fois, 5 ou 5,25%, et va garder ce niveau-là tout au long de l'année. Et c'est peut-être la surprise qui nous attend, mais peut-être un peu plus tard cette année, où le marché doit se réajuster effectivement sur le niveau que sera les taux d'intérêt que la Fed pratiquera à ce moment-là. Oui, le sujet, c'est plus tant le taux terminal qui est en train de s'ajuster à 25 points de base près, mais plutôt la durée pendant laquelle il faudra maintenir ce niveau de restriction monétaire qui aura été atteint par la Réserve fédérale américaine. Comment vous comprenez la partie européenne, Alexandre? Et c'est vrai que si je reviens au price action de la semaine dernière, à la suite des réunions de la Fed et de la BCE, on a l'impression que le marché estime que ce qui vaut pour la Fed aujourd'hui vaut à peu près pour la Banque centrale européenne également. En réalité, les conditions sont assez différentes puisque la Banque centrale européenne a commencé son cycle de resserrement plus tard que la Réserve fédérale américaine. Et le problème européen est d'une nature un tout petit peu différente. L'inflation qui était à l'origine, qui venait du secteur de l'énergie, est en train de se transmettre probablement au secteur du travail, puisque finalement, beaucoup de personnes sont en train d'exiger, de demander, en tout cas d'exiger, un réajustement de leur niveau de salaire. Donc alors qu'aux États-Unis, on a probablement dans les mois qui viennent une baisse des salaires horaires, en Europe, on a peut-être l'élément différent qui est en train de se jouer dans le marché du travail, probablement une hausse. Le deuxième élément qui est peut-être plus important, c'est que finalement les conditions économiques européennes sont meilleures que ce que l'on pouvait imaginer il y a 6 mois, ne serait-ce que parce que les prix de l'énergie finalement ont chuté par phénomène de chaleur de l'hiver finalement qui était beaucoup plus chaud que prévu, mais également par épargne, par économie de la part des entreprises et des ménages. Donc en réalité, on se rend compte que les conditions économiques européennes sont meilleures que prévu il y a encore 6 mois. Vous avez mentionné tout à l'heure des résultats de quelques grandes entreprises européennes, c'est ce que l'on voit aujourd'hui, et que peut-être c'est un élément qui doit maintenir la Banque centrale européenne dans une situation attentiste, parce que ça veut dire que probablement tout ce qu'on avait prévu comme conjoncture, ralentissement, on se rend compte que l'économie va légèrement mieux, d'où probablement la nécessité pour la Banque centrale européenne d'être encore plus attentive à ce qui est en train de se passer du côté de l'inflation. Avec là aussi la question de savoir si le choc monétaire infligé ou mis en place par la Banque centrale européenne, est-ce qu'il est déjà en train de mordre un petit peu sur des indicateurs économiques? On a tous vu le retournement assez spectaculaire quand même des conditions de crédit en fin d'année, selon les enquêtes et les données de la Banque centrale européenne elle-même. Alexandre, on a vu aussi à travers les chiffres de PIB des différents pays de la zone euro, en Allemagne, en France par exemple, un affaiblissement très marqué de la demande domestique, là aussi sur la fin d'année. Est-ce que ce sont déjà des indications que le choc monétaire est en train de se propager à l'économie?
Oui, Christine Lagarde l'a mentionné lors de son discours, elle a mentionné lors de son commentaire, elle a dit qu'effectivement, il y avait un mécanisme de transmission. On le voit aujourd'hui, la demande de crédit est en train de baisser. Du fait du renchérissement du crédit, ce qui est un élément tout à fait normal, du fait également de la baisse de l'activité de la conjoncture, donc les entreprises ont moins l'intention d'investir dans cet environnement-là, donc vont moins emprunter également auprès de leurs banquiers, mais également du fait de l'augmentation des taux hypothécaires qui péjorent la situation sur le marché immobilier. Et peut-être que pour un acheteur potentiel, il y a encore 6 mois, le coût du financement, le renchérissement du coût de financement fait qu'on doit réfléchir à 2 fois si vraiment j'ai envie d'emprunter aujourd'hui pour investir dans le secteur immobilier. Donc d'une façon générale, l'impact se fait jour, c'est absolument clair, mais encore une fois, à ne pas négliger que par rapport à la situation qu'on pouvait prévoir il y a 6 mois, on se retrouve quand même avec des données macroéconomiques qui sont légèrement meilleures que ce que l'on pouvait imaginer pour la situation de la zone euro. Quel est le constat que vous dressez quand vous regardez la situation des marchés globaux à ce stade, Alexandre? Alors, on parle beaucoup du scénario de soft landing. Est-ce que, à certains égards, certaines parties du marché ne sont pas déjà dans l'idée d'un no landing? C'est une excellente remarque. Si l'on regarde les valorisations du marché américain, nous sommes de retour au-delà de 18 fois les bénéfices. Si on fait l'hypothèse d'une baisse, même relativement faible des bénéfices de 5 à 10% pour cette année-ci, en réalité, on est déjà au-delà de 19 fois les bénéfices. 19 fois les bénéfices, alors que les rendements des liquidités, donc en l'occurrence du cash, vous donnent à peu près du 5%. Je trouve que le rendement offert par les actions américaines aujourd'hui n'est pas très intéressant. Si on regarde la partie du marché qui a le plus performé depuis le début de l'année, c'est-à-dire le Nasdaq, on est de retour à 30 fois les bénéfices, même constat. Donc on est à des niveaux de valorisation qui, pour nous, rendent le marché peu attractif. En revanche, le point de départ des marchés européens est différent. Le rebond qu'on a vu à partir de la mi-octobre de l'année passée partait d'un niveau de valorisation des marchés européens à moins de 12 fois les bénéfices. Donc on a un double effet positif qui est le niveau de départ était plus faible, donc on permet une expansion de valorisation qui est plus élevée. Et puis ensuite, le reflet de ce que je mentionnais au niveau macroéconomique fait que les bénéfices des entreprises européennes sont meilleurs que ce qu'on avait attendu. Les perspectives sont également revues légèrement à la hausse, aussi du fait de la réouverture de l'économie chinoise qui favorise à certaines entreprises européennes. Donc il faut distinguer les deux éléments. Aux États-Unis, on est arrivé à un niveau de valorisation qui nous semble être compliqué. En Europe, on a ce phénomène de revalorisation des marchés actions qui fait que l'Europe se comporte mieux en termes de comportement boursier que le marché américain. Merci beaucoup Alexandre. Merci pour votre éclairage sur la situation macro et la situation des politiques monétaires, notamment après les premiers rendez-vous de cette année 2023 du côté des banques centrales. Alexandre Tavasi, responsable CIO Office et recherche macro chez Pictet Wealth Management, qui était avec nous en visioconférence dans Smart Bourse.